Alors, bienvenue à The Family de Bon Matin. Aujourd'hui, on va parler des muses. Alors, qu'est-ce qu'une muse? C'est un concept qui a été rendu très populaire par un type qui s'appelle Tim Ferriss, qui a écrit un livre qui est devenu un vrai best-seller, qui a été traduit dans 60 langues, qui a été vendu à travers le monde et qui s'appelle The 4 Hours Work Week. C'est l'idée que en quelques mois, vous pouvez réussir à bâtir un business qui vous permet de gagner de votre vie en moins de 4 heures. Alors, c'est assez intéressant comme livre. En tout cas, lui, ça a été sa vraie muse à lui, ce livre. Ça l'a rendu riche et c'est un livre qui continue à se vendre. La muse est un concept assez joli en termes de marketing, puisque, vous savez, dans la Grèce antique, les muses, c'était ceux qui étaient censés inspirer les artistes. Et l'idée de Tim Ferriss, c'est pour vivre la vie que vous rêvez de vivre, qu'elle soit de travail ou de loisir, qu'elle soit de gloire ou de bonheur, vous avez besoin de vous créer une sorte d'income stream permanent qui permet de financer votre lifestyle. Et donc, c'est pour ça qu'il appelle ça des muses. Alors, il y a un autre concept. Si vous cherchez et vous essayez de vous documenter sur Internet, vous pouvez chercher à propos des muses et vous verrez toutes les références à Tim Ferriss. Mais il y a un autre concept qui est exactement la même chose, qui a un autre nom, qui a la même communauté, et c'est un peu comme Mac Linux, ils se tapent dessus, les muses tapent sur les autres. C'est les Passive Income Hackers. Donc c'est un terme beaucoup plus technique, c'est le Linux de la muse. Tim Ferriss c'est Mac, eux c'est Linux. Donc le Passive Income Hacker, c'est exactement la même chose. C'est l'idée de hacker quelque chose afin de produire un revenu passif et permanent. Il faut comprendre la différence entre les deux. Quand vous ferez vos recherches, si le sujet vous intéresse, il y a une tonne de documentation en ligne. Le livre a été tellement vendu qu'il a été scanné sur Torrent en PDF des milliers de fois. Vous êtes face en fait à deux approches. La première approche, qui est l'approche Tim Ferriss, on va dire est plus orientée vers les gens qui ne savent pas coder. Et l'approche Passive Income Hacker est plus orientée vers les geeks qui savent coder. C'est surtout ça, en fait, la grande différence d'approche. Mais à la fin, c'est exactement le même objectif et c'est exactement le même sujet. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui et qu'est-ce qu'on ne va pas faire? Ce qu'on ne va pas faire, c'est que je ne vais pas vous donner les 20 trucs et astuces pour lancer votre muse en 2 heures. Parce que ça ne sert à rien. Il y a un livre, il coûte 20 $. Vous l'achetez, vous le lisez comme des grands. Je ne suis pas là pour être une babysitter. Je trouve que ça n'a pas beaucoup d'intérêt, surtout qu'en fait des conseils sur ces sujets-là, il y en a des centaines, des milliers, et ils sont tous plus contradictoires les uns que les autres. Alors bon courage pour faire le démêlage dans tout ça. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de vous expliquer qu'est-ce qu'est une muse, pourquoi c'est intéressant, pourquoi en tant qu'entrepreneur, vous devriez sérieusement envisager d'en fabriquer, et pourquoi il faut y croire. Et ça, c'est la première question. Le livre de Tim Ferriss, je l'ai offert à des centaines d'amis. Je pense que j'en ai acheté une centaine sans rire. Et il y a un truc qui m'a toujours fasciné au fil des années, c'est qu'il y a toujours 3 étapes dans le livre de Tim Ferriss. Grand 1, vous offrez le livre à la personne. Niveau de scepticisme hyper élevé. Ouais, ça se saurait si on pouvait gagner de l'argent en 4 heures. Bon. Grand 2, ils lisent le livre. Alors là, ils deviennent fada. Je vais quitter mon job, je vais avoir une nouvelle vie, je vais aller vivre en Thaïlande et faire des tests médicaux en Colombie. Et puis grand 3, ils sont toujours à la défense dans leur tour et ils s'emmerdent. Et ça n'a rien changé à leur vie. Parce qu'en fait, ils se rendent compte que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Et alors moi, il y a cette blague que j'aimerais bien raconter sur Tim Ferriss. C'est que Tim Ferriss avait quand même écrit un bouquin qui s'appelle 4 Hours Work Week. Et qu'à chaque fois que je l'ai vu dans ma vie, quelque part, le mec était en train de travailler. Que ce soit à un dîner, que ce soit en conférence, c'est le type qui est toujours avec 300 000 emails, 400 000 investissements. Machin. Le mec est un vrai work alcoolique en fait, assez dingue. Il travaille tous les jours. Donc en fait, le titre est génial parce que le titre vend, et c'est un vrai growth hack, mais il y a une vraie dichotomie entre le titre et le projet du livre. Le projet du livre, il n'est pas d'aider les gens à ne plus travailler. C'est pas ça le projet du livre. Le projet du livre est de dire aux gens, si vous travaillez très dur pendant quelques mois en étant suffisamment drivé vers un objectif suffisamment simple, alors vous pourrez créer un revenu stream qui vous permettra de survivre. Et ça, c'est le premier point. C'est que les muses, by intent, ne sont pas là pour vous rendre riche.
Les muses, by intent, c'est-à-dire par intention, elles sont là pour vous aider à vivre votre vie et gagner votre vie. C'est très différent. Une start-up, by intent, est là pour vous rendre riche, mais elle n'est pas là pour vous faire gagner votre vie. Vous voyez, il y a une différence de nature terrible. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui deviennent riches avec des muses, il y a des gens qui gagnent très bien leur vie avec des start-up, mais c'est à chaque fois des accidents. Quand vous faites une muse et que vous faites plusieurs millions de dollars par an, c'est un accident. Aucune muse au monde n'a comme projet de faire plusieurs millions de dollars par an. C'est pas ça. Le but d'une muse, c'est de bâtir ce que Tim Ferriss appelle votre lifetime value, c'est-à-dire l'argent, ou je ne sais plus comment il appelle ça, il a un terme technique avec con. C'est l'argent dont vous avez besoin tous les mois pour vivre. Et il vous dit, il y a une méthode très simple, choisissez un montant, donc calculez combien vous avez besoin pour votre loyer de rêve, combien... Par exemple, il a des phrases très drôles. Vous rêvez d'acheter une Aston Martin, l'achetez pas, louez-la à la journée quand vous en avez besoin. Si vous avez besoin d'une Aston Martin 9 jours par mois, ben, franchement, il vaut mieux louer une Aston Martin 9 jours par mois. L'Aston Martin, ça se loue $500 la journée, ça fait $4500 par mois. C'est beaucoup plus accessible que d'acheter une Aston Martin en down payment pour $800 000. Et à la fin, c'est le même résultat. Que vous louez une Aston Martin 9 jours par mois ou que vous possédiez une Aston Martin, les gens ne voient pas la différence. Il y a même une muse qui a été créée à Paris qui s'appelle Toy Club pour ça. C'est un type qui achète des voitures et les loue à la journée en échange d'un abonnement annuel de 25 000 €. 25 000 € comparé à 250 000 $ la voiture, vous voyez bien que c'est quand même hyper intéressant. Et comme Tim Ferriss dit, ce qui compte, c'est pas de posséder les choses, c'est que les gens pensent que vous les possédiez. Donc, encore une fois, c'est toute la philosophie des muses, c'est de créer cette distorsion de la réalité. Donc, une fois que vous aurez défini votre montant, alors il y a des gens qui veulent une Aston Martin, il y a des gens qui veulent vivre en Thaïlande. Les gens qui veulent vivre en Thaïlande ont en général plus de facilité à créer une muse que les mecs qui veulent une Aston Martin. Mais en tout cas, une fois que vous avez défini ce montant, il faut faire quelque chose de tout bête. Il faut diviser ce montant par 30. Et ça vous donne le revenu que vous avez besoin de produire par jour. Et là, magie, c'est pour ça que les muses, c'est tellement efficace. Et c'est pour ça que les gens sont sceptiques face aux muses, mais ils ne comprennent pas pourquoi ils sont sceptiques. C'est qu'une fois que vous avez divisé ce montant par 30, vous vous rendez compte que dans la plupart des cas, même chez les plus grands psychopathes, ce montant est atteignable. Prenons un exemple. Vous voulez 30 000 € par mois parce que vous voulez un appartement avec terrasse, vous voulez vivre dans une grande ville, vous voulez aller au restaurant tous les jours et vous voulez payer des impôts sur tout ça. Vous avez à peu près besoin de 15 000 € par mois pour vivre et vous avez à peu près 15 000 € par mois d'impôts parce que vous vivez dans une ville où il y a beaucoup d'impôts. Bon, 30 000 divisé par 30, ça fait 1 000 € par jour. 1 000 € par jour à l'échelle d'Internet, c'est rien du tout. Et en fait, il est là, tout le sujet. Tout le sujet, c'est que les muses sont une réponse à la situation économique actuelle, qui est de dire que dans tout marché liquide, un marché liquide, c'est un marché où il y a beaucoup de mouvements, il existe toujours une sous-optimisation, c'est-à-dire qu'il existe toujours une façon de faire, qui permet de détourner une partie de ses revenus en sa faveur à partir du moment où le volume ne scale pas. Je m'explique, mais c'est un peu technique. Pourquoi une startup, c'est tellement dur à faire? Une startup, c'est dur à faire parce que le but du jeu avec une startup, c'est de dominer un marché. Si vous vous dites, je veux que tout le monde sur la planète achète mon produit, d'un seul coup, vous avez des problèmes énormes. D'abord, il faut livrer tout le monde, il faut servir tout le monde, c'est affreusement compliqué et vous êtes dans une logique terrible. Maintenant, prenons la logique d'une muse. Par exemple, l'une des muses qui a un accident parce qu'elle gagne des centaines de milliers de dollars par an, et là pour le coup c'est vraiment un accident, c'est je vends des tapis de yoga.com. Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais le principe il est tout bête. C'est que les tapis de yoga en magasin vendus sont d'une taille standard et que les types faisant un certain type de yoga, je ne sais plus comment il s'appelle, ont besoin de tapis plus grands. C'est une horreur de trouver ces tapis. Et donc il y a un type, il a été sur Alibaba.com, parce que ces tapis sont très courants en Chine. Il a acheté 100 tapis, il les a mis sur un site internet et les a vendus 3 fois le prix d'un tapis de yoga et 10 fois le prix qu'il les achetait dans Alibaba.com. Et puis évidemment, qu'est-ce que vous voulez que le type au coin qui fait du yoga, qui mange bio et du jus de légumes, soit au courant qu'Alibaba existe? La distance d'information entre l'existence d'Alibaba.com et ce type qui fait du yoga dans une boutique bio, elle est telle que vous avez une inefficience économique qui est que dans ce marché liquide, vous avez l'information, mais lui ne l'a pas.
Donc, vous pouvez gagner. Alors, comme c'est devenu un yoga vachement à la mode à New York, le type gagne plusieurs centaines de milliers de dollars par an. Et vous savez quoi? Il ne travaille pas une seule heure. Pourquoi? Parce que c'est ça la logique des muses. Un, sa boutique de yoga, c'est pas lui qui produit les tapis, il les achète. Deux, le customer support, il est au Bangladesh. Donc à chaque fois que quelqu'un a une question sur le tapis, il a passé 3 mois à répondre aux questions. Ça lui a fait une FAQ. Et ce qui fait que maintenant, il y a quelqu'un au Bangladesh qui prend dans la FAQ la bonne réponse et qui répond au type. Et quand il y a une question vraiment exotique, bah, il le ping sur son téléphone par SMS et il répond. Donc il a besoin, vous voyez, la courbe des questions à répondre est forcément décroissante parce qu'il n'y a pas une infinité de questions possibles. Ensuite, la livraison, bah, c'est pas lui. Le marketing, c'est pas lui. C'est ça qui est fort avec les muses. Parce que comme vous avez des marges énormes parce qu'elles ne sont pas justifiées, parce que si le type voulait vendre des tapis de yoga à tout le monde, il ne pourrait pas les vendre à ce prix-là. Mais comme il les vend à une ultra niche, il n'en a rien à faire du prix. Résultat, il a 70% de marge. Résultat, quand vous avez 70% de marge, vous avez vachement de la place pour faire travailler les gens. Donc il a été sur odesk.com, il a pris des pros du marketing, et il leur a dit, je vous file 30% de com sur des tapis qui sont vendus hyper cher, ça fait beaucoup d'argent, à chaque fois vous me vendez un tapis. Et résultat, le mec, il a quoi? Il a 200 personnes à plein temps qui font son marketing à travers le monde. Et donc, lui ne fait rien, et il y a de l'argent qui tombe tous les mois. Qu'est-ce que c'est le problème avec ça? C'est que les frais de port sont affreux. Mais quand tu vends ton tapis 3 fois le prix, qu'est-ce que t'en as à faire? Et c'est ça, en fait, le sujet. Le sujet, c'est que dans une muse, vous n'optimisez jamais rien d'autre que votre temps personnel. Et non pas le temps en mode « je vais gagner du temps, je vais optimiser ». Non, en mode « moins j'en fais, mieux je me porte ». Et donc, tout ira bien parce que ça va me créer mon revenu stream. Et les calculs économiques sont assez simples. Parce qu'une fois que vous avez un produit et une distribution, et que vous avez suffisamment de marge sur la relation entre les deux, bah ça tombe tous les mois à supposer que votre marché soit suffisamment grand. Mais encore une fois, ces gens-là, s'ils voulaient vendre plus de tapis et croître plus vite, ils pourraient faire qu'une chose, c'est diviser le prix par 2. Et d'ailleurs, regardons la structuration économique de cette boîte, parce que c'est très drôle les muses, quand vous les analysez d'un point de vue microéconomique. Imaginez que les types se disent, putain, on va faire un business à plusieurs millions par an dans les tapis. Alors qu'est-ce qui se passe? Parce que là, ils sont à plusieurs centaines de milliers par an, ils ne peuvent pas monter plus haut. Donc s'ils veulent être à plusieurs millions par an, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Mais la première chose, c'est qu'ils doivent maîtriser la production et aller voir l'usine et négocier avec elle. Comment on fait pour négocier avec une usine? Exactement, il faut en acheter plein d'avance. Donc pour en acheter plein d'avance, il faut quoi? Il faut du capital. Quand vous avez du capital, qu'est-ce qui se passe? Vous avez des investisseurs. Quand vous avez des investisseurs, qu'est-ce qui se passe? Vous devez croître encore plus vite. Et c'est là où les emmerdes commencent. C'est pour ça que les muses peuvent être des business extraordinaires en tant que muses, mais en tant que start-up, ils peuvent être terribles. Prenons le cas suprême que vous lirez sur le site de Tim Ferriss. Parce que Tim Ferriss, il n'est pas con, il fait du marketing. Il vous dit qu'en faisant une muse, vous allez gagner des millions. 99% des gens qui font une muse gagnent quelques milliers de dollars par mois, ce qui est déjà extraordinaire en fait. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que les gens qui font une muse réussissent, pas tous les gens qui essayent de faire une muse. Je vois Hugo qui rigole, évidemment. 99% des gens qui font une muse qui réussit gagnent que quelques milliers de dollars par mois. Mais Tim Ferriss, il vous prend le cas de Abdo King. Là. Abdo King, c'est qui? C'est un type, il a des super abdos. Franchement, il a une tête assez crédible. Et il fait des vidéos de lui en train de faire des abdos. Et il fait payer pour avoir du coaching sur les abdos. Et le coaching, évidemment, il est fait comment? Il est fait par vidéo YouTube. Évidemment, le type, il ne vous dit pas tu vas acheter des vidéos préenregistrées de moi qui te parle et qui te motive en t'engueulant. Et en fait, vous payez comme ça des levels d'abdos. C'est devenu un délire, il fait 8 millions de dollars par an et il ne fait rien. Pourquoi? Parce que tout le monde est fasciné par ses abdos. Est-ce que le moindre mec qui a acheté ça a des abdos? Est-ce qu'il y a eu une explosion d'abdos 8-packs aux États-Unis? Non. Mais c'est aussi ça le principe des muses. C'est que la grande différence entre une muse et une start-up, c'est que le prix que vous vendez peut être tellement bas que même lorsque les gens sont so happy about what you do, bah, c'est pas grave, vous n'allez pas vous plaindre. Il y a un mec qui vous dit je fais du coaching pour $1 d'abdos, vous n'allez pas et par level, si à la fin vous n'avez pas des abdos incroyables, vous dites ouais, je l'ai pas bien fait. Vous n'allez pas envoyer un customer report en disant vous n'êtes pas prof à Harvard quoi. C'est pour $4, vous n'allez pas faire un procès à un type. Et c'est pour ça que les muses sont économiquement extrêmement fortes. Alors, le scepticisme très habituel sur les muses
c'est que les gens disent, oui, c'est facile à dire, mais c'est très dur à faire. Et effectivement, faire une muse, c'est extrêmement dur à faire. Pourquoi je vous encourage à en faire, et pourquoi je pense que c'est un bon point dans le coup d'état? Parce que faire une muse, c'est l'équivalent dans une start-up à lorsque vous êtes écrivain d'écrire des pastiches, ou lorsque vous êtes peintre à copier des grandes œuvres de l'histoire, ou quand vous êtes musicien à répéter des morceaux que quelqu'un d'autre a composés. Parce que faire une muse, ça concentre toutes les étapes d'une start-up et toutes les étapes par lesquelles vous devez passer dans un temps extrêmement réduit. Et c'est pour ça que les muses sont fascinantes. Parce qu'en quelques jours, vous pouvez avoir un business qui tourne en ligne. Alors, soyons très clairs. Une muse qui prend plus de 5 jours à construire n'est pas une muse. Déjà, vous avez un problème. Ça ne veut pas dire qu'il y a plus de 5 jours de travail. Attention, j'ai dit à construire. Ça veut dire que le time to market d'une muse doit être extrêmement rapide. Et ça, c'est déjà une très bonne chose à apprendre. Parce que d'un seul coup, vous êtes forcé à apprendre les outils de prototypage, les outils de mise en ligne, les outils de mailing list, etc. Et vous devez les apprendre très vite parce que sinon, vous perdez trop de temps avant de pouvoir commencer à tester. Et la courbe de travail d'une muse, en général, c'est 6 mois de travail très intense. Vous avez 3 mois où vous découvrez si votre muse vaut quelque chose ou pas. Au bout de 3 mois, vous commencez à voir si ça décolle ou pas. Et ensuite, vous avez 3 mois d'automatisation et de scaling. C'est-à-dire que vous allez mettre en place tous les process pour automatiser et scaler. Tim Ferriss a un truc en sa faveur, c'est que le type est un pédagogue sur ces sujets-là hors pair. Et un pédagogue hors pair parce que pour le coup, la culture de la checklist dans les muses, c'est une bonne chose. Autant dans les startups, ça fait des choses assez affreuses, parce que les gens suivent des étapes assez bêtement, mais le problème est trop complexe pour pouvoir suivre des étapes. Autant dans une muse, suivre des étapes très bêtement, c'est la meilleure chose que vous pouvez faire. Pourquoi? Parce que dans une muse, ce que vous avez besoin, c'est une formule magique très simple. Faire un produit simple, le distribuer, toucher une com. Rien d'autre. Un produit, un prix, je vends. Point. Aucune muse au monde n'a un pricing complexe. Aucune muse au monde n'a 2 produits. Aucune muse au monde n'a des features. Aucune muse au monde n'est gratuite. D'un seul coup, toutes les questions très compliquées qui font que les entrepreneurs se torturent disparaissent. Et vous avez juste une seule chose à faire, grow your business. Et tous les gens qui ont fait des muses dans leur vie, à un moment ou à un autre, ont grow leur business. Et je vais vous dire quelque chose. On avait une conférence qui s'appelait Differential Medicine la semaine dernière. Et j'ai parlé à un type fascinant qui s'appelle Sean Duffy. Sean Duffy, c'est le CEO de Omada Health qui a levé 27 millions de dollars ou 21 millions de dollars, je ne sais plus, auprès de Andreessen Horowitz avec sa startup et qui fait une sorte de méthode pour aider les gens à lutter contre le diabète de type 2. C'est l'un des CEO les plus en vue de la vallée aujourd'hui, surtout dans les medtech. Il est extrêmement brillant, il est extrêmement sympa. Et il est venu passer une soirée à la maison et on est resté très très tard ensemble. Et à un moment, on a commencé à parler de nos enfances respectives et qu'est-ce qu'on avait fait dans nos enfances. Et en fait, je me suis rendu compte que le type avait passé toute sa jeunesse à créer des muses à la con. Et alors, les muses à la con, chez lui, il y avait 3 types de trucs. Il y avait des trucs pour gagner de l'argent parce qu'il était en galère. Alors, il essayait limite d'arnaquer un peu les gens en ligne et machin. Il a créé énormément de blagues. Alors, le type a une sorte de panthéon des blagues en ligne. Par exemple, il a rendu fou un de ses colocs en faisant de la pub targetée sur Facebook. Et donc, il a appris toutes les techniques de targeting Facebook en rendant son coloc complètement dingue et en le rendant parano. Et donc, il prenait des infos personnelles sur le type et il utilisait le custom audience pour le targeter et lui mettre des pubs qui le faisaient flipper avec des pages « We follow you, we know who you are. Contact us ». Par exemple, à un moment, il a fait entièrement un faux site de VC, complètement parodique sur les VC, avec toutes les pages, la description, les bios des partenaires, tout ce qu'il comprenait. Et il a proposé à des gens d'envoyer leur business plan. Et il reçoit des dizaines de business plans de psychopathes à travers le monde qui croient que c'est un vrai VC. Mais en fait, quand vous lisez entre les lignes, vous voyez que c'est complètement ironique. Par exemple, il y a un des partenaires, he always liked to kill people, but because he was illegal, he decided to do business.
Un autre partenaire, c'est une femme. Elle a toujours souffert de sexisme dans sa carrière. Et parce qu'elle a souffert de sexisme, elle a décidé d'assumer et elle a couché avec tout le partnership. Et ça, c'est les bios. Et il y a des mecs qui envoient quand même des business plans. Et donc, Sean vous dit, ça montre en fait la réalité de l'Internet, c'est que les gens, quand ils sont désespérés, en fait, ils ne lisent pas les infos. Ils veulent tellement avoir leur boîte financée, ils voient VC en haut, ils envoient les business plans et ils ne lisent pas en détail. C'est un fonds de 1 trillion de dollars, ça ne choque personne. Et donc voilà. Et en fait, mais il a un vrai panthéon de tout ça. Et je me suis rendu compte que l'exécution de Mada Health était extraordinaire parce que ce type avait des années d'entraînement derrière lui à faire ce genre de conneries. Et aussi des conneries qui lui ont rapporté de l'argent. Alors, il y en a une qui est assez drôle. À un moment, il fait de l'escalade. Et dans l'escalade, vous savez, je sais pas, alors il m'a dit le nom en anglais, mais en plus j'ai mis du temps à comprendre parce que je fais pas d'escalade. Vous savez, c'est le truc qu'on enfonce dans le... Comment? Dans le pic? Le pic, ouais, bon, peu importe. Truc qu'on enfonce pour pas tomber. Ça a l'air relativement important quand on fait de l'escalade. Et alors, il m'a expliqué qu'il y avait en fait plein de types de pics différents et qu'en fait, quand on était un jeune escaladeur, c'était très compliqué de savoir quel type de pic utiliser en fonction du quel type de montagne, de roche. Voilà. C'est pour dire mon niveau, quoi. Vous savez, le truc dur là sur lequel les mecs escaladent. Et en fait, il m'a dit, il a fait un site tout bête où en fait, vous dites où vous allez escalader. Ça va chercher sur Wikipédia quel type de roche c'est. Et donc, ça vous recommande les pics qu'il faut acheter et quel type de sécurité vous devez mettre en place. Et ça vous liste le nombre de guides. Et il a fait 15 000 $ avec ce site parce qu'en fait, il a des liens d'affiliation. Et ces liens d'affiliation lui rapportent toutes les semaines un peu d'argent. Il a fait un autre truc, c'est un quiz médical qu'il a mis sur l'App Store. Un jour, ils étaient bourrés avec un copain. Ils ont décidé dans la nuit de créer une sorte de système expert pour savoir si vous aviez une maladie grave ou pas. Mais c'est en fait très simple. La seule chose que ça sait, c'est est-ce que vous êtes malade pour de vrai ou pas. Et ça met des questions drôles. Et les gens sont tellement désespérés quand ils sont malades qu'ils achètent ce truc et il fait 20 000 $ par an avec ça. Donc vous voyez, c'est des toutes petites sommes, mais ça vous fait à faire toute une app en une journée, tout le marketing en une journée, mettre en place un process et laisser la chose couler. Et en fait, il m'a dit que lui, maintenant qu'il était CEO de Omada, il avait beaucoup moins de temps. Mais à chaque fois qu'il partait en vacances, il s'en refaisait une petite. Parce que juste pour pas perdre la main, il se dit si Omada foire, comme ça au moins je pourrais I can have a living. Et en fait, ce genre d'histoires dans la vallée sont très courantes. Parce qu'en fait, il n'y a qu'en France où on pense qu'on devient entrepreneur du premier coup. C'est unique au monde. Partout d'ailleurs dans le monde, on se dit je vais être stagiaire dans une start-up, je vais me former, je vais aller assister des cours, et puis je vais créer des muses, et puis je vais faire des trucs en ligne, et je vais faire des projets perso, et je vais faire des assos et de l'open source, et puis tout ça à un moment cristallise dans un projet entrepreneurial. En France, un projet entrepreneurial, c'est pas ça. Un projet entrepreneurial en France, c'est j'ai décidé de créer une boîte, je sais pas faire, je sais rien faire, mais c'est pas grave, la boîte va venir à moi. J'ai 18 mois de chômage et dans 18 mois, bon, bah, j'arrêterai parce que, en fait, jamais vraiment commencé. Et c'est la différence entre un écosystème mature comme la vallée où tout le monde sait que créer des startups, c'est un vrai métier, c'est des vraies compétences et que ça s'acquiert par la pratique, et un écosystème où, en fait, c'est un truc qu'on lit dans la presse. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Sean, il fait ça? Sean, il fait pas ça parce qu'il est exceptionnel. Sean, il fait ça parce qu'il est né dans la vallée, ou au Colorado pour le coup, mais il est venu très jeune dans la vallée. Il a toujours été entouré de gens qui faisaient ça, et donc ça crée des cycles hyper positifs. Donc c'est en ça que les muses sont hyper intéressantes. Mon premier business était une muse sans que je m'en rende compte, parce que je ne savais pas ce que c'était une muse à l'époque. Mais moi, la première fois que j'ai gagné de l'argent de ma vie, pour de vrai, et beaucoup d'argent, c'est que je prenais en photo des antiquités dans mon quartier, et je les mettais en ligne en arabe, en chinois, en singapourien, ce que tu veux. Et je les vendais 3 fois le prix qu'il y avait en boutique. Parce que ces types-là n'avaient aucune élasticité au prix. Et ça, c'est typiquement une muse, parce que je gérais rien. J'envoyais le bon de commande avec l'argent à l'antiquaire, c'est lui qui s'occupait de la livraison. Et moi, alors des fois, les mecs ne pouvaient pas, alors il fallait envoyer une plateforme logistique, mais finalement, c'était assez simple, il y avait peu de maintenance. Et je pouvais faire ça à côté de l'école, quoi. Mais à l'époque, je ne savais pas que c'était une muse. Et après, il y a 2 ans,
je m'étais amusé à faire des petits trucs. Et avec un copain, on a fait des e-books. Et lui, d'ailleurs, il a continué et il a fait des vrais cartons. Par exemple, le e-book, c'est un produit de Muse parfait. Pourquoi? Parce que ça s'écrit rapidement. Il y a suffisamment de contenu disponible. Si vous êtes bon en écriture, aujourd'hui, il y a suffisamment de contenu disponible sur un sujet pour que vous puissiez écrire un livre de 100 pages en une semaine. C'est pas insurmontable comme tâche. Et en fait, vous savez comment on vend un e-book? On vend un e-book en travaillant la couverture. Tu vois, en fait, comment ferait un type normal? Et pour vendre un e-book, il travaillerait le texte, parce qu'il ne voudrait pas que les gens soient déçus. Non, quand vous faites une muse, c'est l'inverse. Vous travaillez la couve, parce que vous savez que les gens prennent une décision d'achat sur la couve. Et donc, on avait créé un truc où en fait, on crée plein de couves différentes, avec plein de styles différents. Et donc, on payait des graphistes sur Odesk pour créer des trucs au Bangladesh, en Inde, hyper pas cher, rapidement. On les testait avec des titres différents sur des canaux différents. On voyait lequel marchait le mieux et après on mettait du marketing payant. Et après c'est une machine automatique. Par exemple, une autre muse qu'un copain à moi a fait, c'est dans l'assurance. Il s'est rendu compte d'un truc tout bête, c'est que les compagnies d'assurance achetaient des AdWords super chers et qu'ils achetaient de l'AdSense super cher parce qu'ils ont des conversions très chères. Et donc en fait... il a fait une page qui ne met que les AdSense des compagnies d'assurance. Et il a créé des milliers de pages de contenu avec des types en Inde, etc. Des centaines de pages de contenu qui ne font que renvoyer vers cette page de AdSense qui renvoie vers les compagnies d'assurance. Et il a créé en fait une sorte de content machine spécialisée dans l'assurance. J'avais un autre exemple qui m'était venu. J'étais en train de parler d'assurance. Ouais, AdSense. Ah oui, on a un gamin de 17 ans qui a fait coup d'État. Et alors, bon, là, c'est hyper borderline. C'est plutôt passive income hacker. Mais en fait, il a créé en fait des fermes de contenu complètement fake en utilisant Google Translate. Donc, il prend du contenu dans une langue, il le traduit avec Google Translate. Et il en fait tellement que ça monte dans le SEO. Et il met de la pub dessus. Et donc, il produit des centaines de milliers de vues de très basse qualité. Ces centaines de milliers de vues chopent de l'AdSense et ça lui permet de choper quelques centaines de dollars par jour. Quand vous avez 17 ans, que vous chopez quelques centaines de dollars par jour avec un script qui tourne automatiquement, franchement, c'est bonne poire, quoi. Après, il a été perdre tout son argent dans les cryptocurrencies. Donc, il y a une justice, je vous rassure. mais voilà. En fait... Une fois que vous rentrez dans cette logique-là, vous vous rendez compte que gagner de l'argent en ligne en étant un petit commerçant, parce que c'est l'équivalent du petit commerce. Vous pouvez être Auchan ou vous pouvez être la boutique du coin et être un bon vendeur. Vous pouvez très bien gagner votre vie en étant la boutique du coin. Vous serez juste jamais milliardaire. Bah, les muses, c'est l'équivalent dans l'Internet du petit commerçant du coin. C'est le fait de profiter du fait que vous êtes à un scale différent. Après, il y a des muses qui se transforment en start-up. L'exemple la plus connue, c'est le spécialiste des ventes de chaussures XXL. Il y a un type, il a des très grands pieds. Alors, vous savez, c'est après 45, 46. C'est des 50, 52. Enfin, c'est Bigfoot, quoi. Et en fait, c'est très compliqué de trouver des chaussures quand vous êtes comme ça. Donc lui, il a commencé sur le côté à aller dans des boutiques spécialisées dans des grandes villes. Et au lieu d'acheter une paire, il en achetait 50, il les ramenait chez lui, il les mettait en ligne sur eBay, et puis il les vendait. Et donc ça remboursait, au début il faisait ça pour rembourser son voyage, pour aller s'acheter ses vêtements et ses chaussures, XXL. Et puis à un moment, comme il n'arrivait pas à pourvoir, il a commencé à contacter des magasins et leur dire, bon bah maintenant, moi je vais vous donner, parce que les magasins à cette époque ils n'étaient pas sur eBay, ils ne savaient même pas ce qu'était eBay, moi je vais vous donner l'adresse des types, vous les envoyez, vous me donnez une com. Et puis après, ou du moins je récupère l'argent et je vous reverse à un prix réduit parce que je vous en achète plein. Et puis après, il a lancé une start-up qui est spécialisée dans la vente de grandes chaussures à travers le monde en fait. Donc ce genre d'histoire existe aussi. Mais ce qui est sûr, c'est que l'intention initiale, même s'il ne savait pas ce que c'était une intention de muse. L'autre exemple très connu de muse qui a très bien tourné, c'est Nastigal. Vous connaissez Nastigal ?
Oui, il y a toutes les filles qui ont dit oui et les mecs qui me regardent avec des gros yeux. Nasty Gal, c'est un site de vente de vêtements. Mais ça a commencé avec une histoire toute bête. Elle a volé une robe, elle l'a mise sur eBay pour se faire de l'argent. Elle a pris ses copines qui étaient plutôt jolies et plutôt trendy. Et elle s'est rendu compte que parce que ses copines ne ressemblaient pas à des mannequins anorexiques, d'un seul coup, les vêtements se vendaient mieux. Et c'est devenu un business à plusieurs milliards. C'est ça le sujet, en fait. Vous avez des trucs qui commencent comme des petits coups pour gagner de l'argent et qui deviennent des... Et ça donne c'est comme ces gens-là ne sont pas éduqués à ce qu'est une start-up, ils ont des succès phénoménaux et ça donne toujours des anecdotes très drôles. Parce que vous avez, quand elle est venue voir les VC, qui lui ont dit « Il est où ton deck ?» Et elle a dit « Mon quoi ?» Ça ne l'a pas empêché de lever beaucoup d'argent. Parce qu'elle avait une croissance délirante. Donc c'est ça le sujet sur la muse. Par définition, une muse, c'est quelque chose qui scale. C'est-à-dire que la maintenance doit être décroissante. Tu dois travailler très dur pour la construire. Une fois que c'est construit, ça doit tourner tout seul. Donc une muse n'est jamais un service, c'est toujours un produit. Il existe des muses qui ressemblent à des marketplaces. Mais c'est compliqué parce que les cas où tu peux déléguer le service sans avoir de contrôle qualité sont très très rares. Et c'est ça, en fait, comprenez, une muse a pour vocation à faire que vous ayez le moins d'engagement possible. C'est ça la vocation d'une muse. Donc, par définition, ça veut dire que ça limite grandement le champ d'action. Alors, allons-y, continuons. C'est quoi les grandes muses? C'est tout ce qui est scalable, en ligne, et qui a une faible maintenance. Scalable, parce que vous allez pouvoir avoir un rendement croissant d'échelle, et vous pourrez toujours... Vous n'aurez pas de coûts supplémentaires à la livraison. Ou vous n'aurez pas de coûts supplémentaires d'échelle. Ça veut dire que par définition, si vous vendez quelque chose de physique dans une muse, vous le faites forcément dans une niche. Parce que sinon, vos coûts de scale seraient trop importants pour changer de rendement. Si votre usine est capable de produire 1000 tapis et que vous en vendez 10 000, vous n'êtes plus une muse. Si votre usine est capable de produire 100 000 tapis et que vous en vendez 100, vous êtes une muse. Vous voyez la différence? Alors, par exemple, si une muse repose sur le référencement, toutes les tâches de maintenance SEO, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas les déléguer. Tu vas les déléguer en Inde, au Bangladesh, à Madagascar. Et si ça repose sur la pub, pareil, tu vas le déléguer. Le bon exemple de ça, c'est le mec des abdos. Je suis un peu passé vite tout à l'heure, mais ce mec a quand même eu un coup de génie qui est difficile à reproduire. Le type, il vend sa formation d'abdos, je ne sais plus combien, $60, $90 en tout. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a été sur toutes les plateformes d'affiliation du monde. Vous voyez ce que c'est une plateforme d'affiliation? Vous proposez à des gens de faire votre marketing en échange d'une com. Il a été sur toutes les plateformes d'affiliation du monde. Et c'est quoi la meilleure... Il a regardé les commissions et il s'est rendu compte que la meilleure commission offerte en termes d'affiliation, c'était 20 ou 30%. Quand vous êtes une start-up, pourquoi vous mettez 20 ou 30%? Parce que vous avez besoin de marge. Vous avez besoin de faire tourner votre business. Quand vous êtes une muse, vous n'avez pas besoin de marge. Vous êtes tout seul. Vous avez fait votre vidéo d'abdos, elle est en ligne. Vous n'avez pas de coût marginal. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné 95% de com aux affiliés. 95% de com. Tous les affiliés de toutes les plateformes qui soient intéressés par les abdos ou pas ont commencé à essayer d'en vendre juste parce que c'était une aubaine énorme. Et c'est pour ça qu'il a fait des millions par an. Parce qu'il a eu une force marketing qu'il n'aurait jamais eu en tant que start-up ou en tant que personne. Mais le truc, c'est que, vu le volume qu'il a fait, s'il avait voulu devenir une start-up, imagine qu'il te dise, ok, maintenant que j'ai fait ça, je vais ouvrir des centres de sport à travers le monde, parce que je ne veux pas gagner 8 millions, mais je vais en gagner plusieurs centaines de millions. D'un seul coup, il ne peut plus donner 95% de com. Parce qu'il va avoir besoin de marge pour financer sa croissance, etc. Donc ça montre à la fois la grandeur des muses et leurs limites. C'est que forcément, les muses sont là pour produire. Un autre exemple de muse très célèbre que Tim Ferriss adore, il a fait ça avec Noah Khan, le mec qui a fait AppSumo. C'est les lunettes pour les gens qui escaladent. Les mecs qui escaladent sont une vraie cible de muse. C'est un truc, c'est assez marrant. Et en fait, il s'est rendu compte que le type voulait gagner $5000 par mois. Et avec la méthode Ferriss-Noah, ça a pris 5 jours pour gagner $5000 par mois. Et il gagne de façon continue $5000 par mois. Parce que c'est très différent d'avoir comme objectif de gagner $5000 par mois de façon continue et d'avoir comme objectif de gagner tous les mois plus. C'est ça qui est dur dans un business, c'est de grossir.
Si tu t'enlèves le problème de grossir et tu t'enlèves le problème de la croissance et tu t'enlèves en fait tout ce que tu as appris à coup d'état, pour le coup, bah, d'un seul coup, gagner ta vie devient très simple. Et c'est pour ça que les muses sont des exercices à très court terme. Parce qu'à un moment, ça devient chiant, tu n'as pas d'ambition dans une muse. C'est pour ça qu'il faut vraiment voir ça comme un entraînement. C'est quoi la méthode de construction théorique d'une muse? Grand 1, il faut tester à petite échelle, toujours la même chose. Et donc, à petite échelle, bah, tu vas acheter, c'est comme le mec qui ramène les chaussures chez lui. Grand 2, tu vas essayer de scaler ton échelle. Et surtout, tu ne vas pas scaler avec comme obsession la croissance, tu vas scaler avec comme obsession l'automatisation. Et le fait que tu passes de moins en moins de temps à faire les tâches. C'est-à-dire que tu vas prendre toutes les tâches qui concernent ton business, et tu vas les externaliser. Et tu vas mettre en place des process pour externaliser ces tâches. Et troisième étape, tu vas en Thaïlande et tu vis heureux. Je ne sais pas pourquoi ils vont tous en Thaïlande, les mecs qui font des muses. Parce que la vie est pas chère, exactement. Ça c'est l'explication good spirit. Donc, 3 règles d'une muse. Il faut que ce soit scalable. Donc il faut que vous ayez un rendement. Merci. La deuxième chose, il faut que vous ayez un produit qui soit facile à accéder. Vous ne pouvez pas faire de choses complexes. Vous ne pouvez pas avoir de pricing complexe. Vous ne pouvez pas avoir de value proposition complexe. Il faut que ce soit extrêmement simple et que ce soit très idiot. Les plus belles muses ont toujours l'air de trucs à la con. Et la troisième chose concernant les muses, c'est que vous devez absolument comprendre que tout ce qui fait la beauté d'une muse, c'est le fait que vous ayez réussi à mettre en place des process d'automatisation et d'externalisation de qualité. Et c'est là où les muses souvent s'écroulent. C'est que c'est très très dur d'externaliser. Par exemple, prenons un exemple tout bête. Vous voulez externaliser votre support client. Comment vous faites? Mauvaise méthode, vous allez en ligne, vous cherchez un prestataire de support client et vous externalisez. Ça, c'est la mauvaise méthode de faire. La bonne méthode de faire, vous allez en ligne, vous cherchez un prestataire d'externalisation, vous en prenez 10, vous testez les 10, vous les mettez en concurrence, vous regardez lequel est le meilleur rapport qualité-prix et vous lui donnez le contrat et vous faites des chèques au hasard tous les mois de contrôle qualité. Ça, c'est mettre en place un process de façon correcte. Vous faites une muse. Par exemple, beaucoup de muses ont besoin de générer des leads. Prenons l'exemple du type avec les lunettes. Le type avec les lunettes s'est rendu compte que les meilleurs vendeurs de ces lunettes n'étaient pas les particuliers, les meilleurs acheteurs, mais c'était les boutiques qui vendaient ces lunettes. Parce que les boutiques qui vendaient ces lunettes ne savaient pas les acheter directement en Chine. Parce qu'encore des mecs qui ne connaissent pas Alibaba.com. Alors maintenant qu'Alibaba a eu une IPO, c'est un peu plus dur ces histoires-là. Mais pendant très longtemps, le simple fait de connaître l'existence d'Alibaba pouvait créer des business incroyables. Une fois que vous avez compris que c'est les magasins, vous avez des milliers de magasins à travers les États-Unis qui peuvent vendre, voire des dizaines de milliers. Je ne me rends pas trop compte de la taille des magasins les mecs qui grimpent les rochers, les escaladeurs d'escalade. C'est évident que si vous voulez mettre en place une stratégie de lead generation, vous avez 2 façons de faire. Soit vous êtes une start-up et vous avez vocation à créer de la relation de très long terme. Dans ce cas-là, qu'est-ce que vous allez faire? D'abord, vous allez mettre en place les 1000 premières relations vous-même. Et ensuite, petit à petit, vous allez scaler ça et vous allez mettre en place un process avec des gens qui travaillent pour vous, de qualité, etc. Si vous vous en foutez et que vous voulez juste une muse et que vous voulez juste que chaque boutique des États-Unis vous achète 10 paires de lunettes. 10 paires de lunettes fois toutes les boutiques des États-Unis, ça fait beaucoup d'argent. Mais ça fait beaucoup d'argent pour un individu, ça ne fait pas beaucoup d'argent pour un business. C'est ça la différence. Par exemple, si The Family gagne 500 000 €, vu notre structure de coûts, c'est rien du tout. Si vous, individuellement, vous gagnez 500 000 €, c'est beaucoup. C'est ça la différence entre une muse et un business. Et une start-up. Donc, dans son cas à lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été en ligne, il a pris un Excel, il a rempli un Excel avec les informations sur un magasin, et il a dit sur une plateforme du type Amazon Technical Turk ou ce genre de choses, pour chaque lead validé, pour chaque entrée dans cet Excel, je paye 10 centimes. Et d'un seul coup, il y a des centaines de gens à travers le monde qui ont bourriné.
Et il a créé son listing client extrêmement rapidement. Alors ce listing est rempli de fautes, il est rempli de mauvaises informations, il est rempli d'erreurs, mais c'est pas grave. Parce qu'il suffit qu'il soit bon à 70% ou à 60% pour pouvoir spammer les gens en masse, leur envoyer des emails et espérer que 20% d'entre eux achètent une dizaine de paires de lunettes. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Vous voyez, c'est très différent comme logique, faire une muse. Et vraiment, les muses sont très dirty dans leur construction. Et si vous ne chopez pas cette hacker mindset, vous ne pouvez pas faire de muse correctement. Les muses, ça va vite, on les bâtit vite et elles rapportent de l'argent immédiatement. Les muses, en fait, par définition, juridiquement, c'est un gros bordel. Donc, il ne faut même pas se poser la question. Il faut le faire de la façon la plus simple du monde. C'est-à-dire qu'il faut simplement créer une boîte. Soit tu vis à l'étranger et tu crées une boîte. Tous les mecs créent des boîtes à Hong Kong ou je sais pas quoi, qui sont hyper simples à gérer, hyper simples à administrer, où il y a peu d'impôts, il y a peu de paperasse. Soit tu es en France et tu crées un truc très simple, genre une SARL, et tu encaisses et tu laisses un comptable le faire. Et tu te poses même pas la question de la gestion, c'est-à-dire que tu payes un comptable. Toujours la logique muse. Mais il n'y a pas de magie. Parce qu'il n'y a pas d'associé, il n'y a pas de complexité, et surtout, il n'y a aucun problème qui n'est pas standard. Tu as juste besoin d'une entité pour vendre. Donc soit tu l'optimises parce que tu es à l'étranger et tu vas dans un endroit où il fait beau pour vendre sans impôt, soit tu es en France et tu cherches même pas et tu fais un truc en France. Notamment sur les forums de Muse, il y a énormément de mecs qui conseillent de faire des boîtes offshore. Je vais vous donner ce conseil, si vous êtes en France, ne faites jamais ça. Muse, c'est un travail solitaire. Si tu es deux pour faire une muse, ça ralentit tout en fait. Il faut vraiment le voir comme un... Soit vous le voyez comme un truc pour gagner votre vie, et vous êtes un petit commerçant, et les petits commerçants qui ont des associés, ça finit toujours mal. Hein. C'est connu comme histoire. Tous les gens qui ouvrent un restaurant à deux associés, ça finit mal. C'est simple en fait. C'est l'inverse d'une start-up. C'est parce que par définition, il n'y a pas de problème très compliqué. Ouvrir un restaurant, tu cuisines, tu vends, tu fais le ménage. Donc quand tu as un associé, tu te prends la tête. Parce qu'il n'y a pas de problématique. Dans une start-up, un associé, ça sert à quelque chose. Ça sert à avoir deux cerveaux. Dans un petit commerce, quand tu as deux cerveaux, ça ralentit les bras en fait. Parce que d'un seul coup, tu as des débats que tu ne devrais pas avoir. Ah oui, mais là, sur la carte, je pense qu'il faudrait mettre plutôt du poisson que de la viande. Ah non, moi, je voulais mettre de la viande. Et boum, 3 mois après, c'est la faillite. Parce que tous ces temps que tu as passés, c'est des temps que tu n'as pas passé à cuisiner, servir les gens, etc. Donc une muse, c'est vraiment fait pour t'entraîner. Soit tu le vois pour gagner un revenu, soit tu le vois comme un entraînement en vue d'une start-up future. C'est le sujet. C'est que justement, tu n'as pas 150 000 personnes, ils ne vont pas en acheter 150 000. Tu as combien de personnes qui font du yoga et qui mangent bio à New York, à Manhattan? 20 000, 30 000 qui peuvent se payer ce genre de tapis? 30 000 fois $300 de marge, ça fait combien? Ça fait combien? Tu vois, mais fais le calcul. Ça fait 9 millions de dollars. Tu vois, c'est... Ou 900 000, je sais pas. 900 000, 9 millions? Un produit, un prix, je vends. Sinon, ça devient compliqué. Tu sais ce qui se passe toujours quand tu vends un deuxième produit sur un site? Tu en vends moins des deux. C'est toujours, dès que tu commences à vendre un deuxième truc, tu as une baisse des ventes. Et surmonter cette baisse des ventes, ça fait partie du boulot d'une start-up. Start-up qui se diversifie, elle doit passer par ce gouffre-là. C'est un passage initiatique obligé. C'est comme qu'à chaque fois que tu lances une nouvelle version, tu as une baisse de ton trafic. C'est comme ça, tu n'as pas le choix. Mais quand tu es une start-up, tu dois passer par ce genre c'est vraiment initiatique, c'est vraiment un rite. Tu te le prends de face, tu sais que c'est comme ça, et tu dois survivre parce que tu n'as pas le choix. Quand tu es une muse, tu as le choix, tu fais autre chose. Parce que quand tu es une muse, tu optimises autour d'un problème simple. Je veux vendre pour tant de dollars par mois. Point. Et tout ce qui est au-dessus, c'est de l'extra. Donc, 4 grands types de muses. Les produits virtuels, et tout ce qui est virtuel. E-book, slide, formation, vidéo, abdos, sex tips. Ça c'est une putain de muse. Il y a une nana qui m'impressionne trop. Il faut que je retrouve son nom. Irina. Elle a écrit un article dans le New Yorker expliquant sa vie en tant qu'escort girl. C'est l'interview la plus troublante que j'ai jamais lue de ma vie, quoi. Vous avez une nana qui doit avoir un QI de 190 et qui explique en détail tous ses tips and tricks
pour facturer 5 000 $ de l'heure plutôt que 300 $ de l'heure en tant qu'escorte. Et il explique que c'est un business qui s'optimise et qu'elle a pris des cours, elle a fait un MBA et est devenue riche comme ça. Et donc à un moment, elle a commencé à se rendre compte que passé la trentaine, elle avait un rendement décroissant avec son corps, on parle comme ça. C'est très 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 troublante. Et elle s'est dit, bon, il faut que je passe dans le virtuel, parce que dans le virtuel, je ne vieillis pas. Et elle a découvert les muses. Je ne sais pas comment elle a découvert les muses. Et elle a commencé à en faire en ligne. Et alors, elle en a fait une qui est un chef-d'œuvre, qui est une plateforme de sex tips par une escorte. Donc, elle assume. Et en fait, elle vend une proposition de valeur qui est hyper sulfureuse, qui est de dire, moi, je sais exactement ce que les hommes veulent, parce que j'ai été payé très très cher pour ce que les hommes veulent. Si vous voulez, plutôt que vous prostituer pendant 10 ans, vous pouvez regarder 10 vidéos par mois et ça coûte 1 000 $. 1 000 $. Vous savez combien de femmes ont acheté ça aux États-Unis? Plus de 10 000 à l'heure actuelle. C'est un putain. Et elle est toute seule, elle fait tout toute seule. Elle tourne sa vidéo toute seule, etc. Et alors, elle a un équivalent grande bourgeoise d'elle, qui est la même version, mais c'est une soccer mom. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est une soccer mom. C'est les mamans qui amènent les enfants au foot. Soccer mom. Et en fait, elle est géniale, elle a un collier de perles, elle a un accent très bourgeois, elle est vraiment, elle respire les cookies, quoi. On voit à travers la vidéo, on sent le cookie. Et elle a fait un truc qui s'appelle Create Your Business from Home. Et donc, c'est une formation à 5 000 $ pour permettre aux mères bourgeoises de grandes familles de se créer une activité. Parce que toutes les trophy wives US ont un gros problème en ce moment. Je ne sais pas si vous savez ce qu'est une trophy wife, mais une trophy wife, c'est vraiment la femme que vous avez comme trophée. C'est qu'il y a un grand changement de paradigme de la trophy wife, que Georges Clooney d'ailleurs incarne. C'est qu'avant, une trophy wife se devait d'être belle et idiote, et maintenant elle se doit d'être intelligente et avoir un travail. Et donc, la meilleure chose à faire, c'est d'être un entrepreneur, mais il faut quand même pas déconner, elles vont pas faire des vraies startups. Et donc, cette nana surfe là-dessus en donnant les tips and tricks pour créer des fake business au sein de sa communauté de femmes bourgeoises, plus de 40 ans, richissimes, qui ont des maris et qui créent des petits business où elles gagnent 30 ou 40 000 $ par an. Et alors, les vidéos sont à mourir de rire. Je vous promets, je les trouve, je vous les envoie par email. Parce que les vidéos de vente, c'est stellaire. C'est coup d'État version bourgeoise. C'est tout ce qui est acheter des produits mal informés ou qui ne sont pas encore lancés. Vous avez des boulevards de muses à aller acheter des trucs à un endroit A et en vendre à un endroit B. Par exemple, une muse assez extraordinaire. J'ai un ami qui voyage beaucoup entre le Brésil et la France. Et alors, il fait un truc tout bête. C'est qu'à chaque fois qu'il vient en France, il achète 20 iPhones. Pourquoi? Parce qu'au Brésil, les iPhones, il y a 200% de taxes d'import et ils ne sont pas sponsorisés par les opérateurs téléphones. Ce qui fait que le prix d'achat d'un iPhone, c'est 2 000 €. Donc il achète en France 800, il les vend 1 500 et à chaque fois, il paye son voyage d'affaires avec cette connerie. Vous voyez, c'est tout con. Il n'y a pas de travail. Venez, il les met sur eBay et il les vend au Brésil. Et pour la simple raison qu'il passe la douane avec 10 iPhones et qu'il a parfaitement le droit de passer la douane avec 10 iPhones. Ça, vous ne pourriez pas le faire à l'échelle. Parce que si à un moment, vous commencez à importer des iPhones, vous, comme tout le monde, vous payeriez la taxe d'import. Donc, vendre des objets avec des distorsions d'informations. Une autre muse extraordinaire. C'est marrant, il y en a plein en fait. Il y a un Suisse, vous savez, en Suisse, les voitures sont beaucoup plus chères qu'en France. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si tu sais. Ouais, les taxes, ok. Bon, comme d'hab, les taxes. Donc le principe est tout bête. il vous permet simplement en fait d'acheter votre voiture en France et il met des petites annonces sur le Bon Coin pour que les types amènent la voiture en Suisse. Et donc c'est un service de livraison de voiture, mais qui n'est pas si c'était un site internet, ce serait illégal. Puisque c'est une muse, ça fonctionne parfaitement, parce que c'est en dessous du radar, en fait. C'est aussi ça, la grande force des muses. T'as un mec qui vend 10 bagnoles par mois. 10 bagnoles par mois, 10% de com, je sais pas combien ça coûte une bagnole. Ça fait 20 000 € par mois, il fait rien. Vous voyez le principe?
Si le type voulait devenir le vendeur de voitures suisses, il sera en prison. Parce que d'un seul coup, si vous devenez un business, ça devient une toute autre logique. Si vous importez 2000 voitures en Suisse tous les mois, vous n'êtes plus un particulier. Troisième type de muse, donc 1, virtual, 2, objet, 3, savoir-faire et formation. Donc ça, c'est vraiment un très gros segment des muses. Et alors la quatrième type de muse, qui est sans doute la plus compliquée à faire, mais qui a les scales les plus élevés, c'est l'affiliation. Parce que en fait, l'affiliation peut être une muse en soi, le fait de vendre pour le compte d'autrui des produits mieux qu'eux, en utilisant des stratégies marketing. Alors ça, c'est un type de muse très particulier, parce que c'est vraiment pour les as du marketing, mais ça repose sur une idée toute bête. L'idée, c'est que quelqu'un qui vend un bon produit peut être très mauvais à le marketer. Et qu'il y a un boulevard à simplement être un meilleur marketeur. Et parce qu'une fois que vous avez fait le marketing, une fois que vous avez passé 3 mois à mettre au point le marketing, vous n'avez plus de problème pour toucher de l'argent. Alors, il y a un exemple tout bête de muse. Il y a une YouTube star aux US qui est devenue une spécialiste de ça. C'est qu'il a une communauté, vous savez, ces types à la Norman fait des vidéos. Et maintenant, il a une spécialité toute bête, c'est de vous fourguer des produits, de vous convaincre pourquoi vous devez acheter tel produit plutôt que tel autre. Et ensuite, il y a un lien d'affiliation pour avoir 10% de com. Tout le monde ne passe pas par le lien, mais ces vidéos sont tellement vues qu'il fait des centaines de ventes. Et c'est du contenu très froid. Parce que les vidéos sont tellement vues que quand vous tapez le nom du produit dans Google, c'est ces vidéos qui remontent en premier. Et pourquoi? Parce que les vidéos sont hyper drôles. Et ça, c'est un type de muse toute bête qui vous apprend à vendre. C'est sans doute les muses les plus formatrices, parce qu'elles vous forcent à un moment donné de vous mettre dans une situation de vente et d'apprendre à vendre. Vaut mieux te faire fermer ta muse que réfléchir à la moindre problématique légale. Vraiment en termes de réflexe. Parce que en fait, tu vois, c'est le fameux sujet Norman avec Crunch. Norman a fait des vidéos avec Crunch, il s'est fait payer 300 000 € pour faire un truc. Alors il y a l'autorité de la répression des fraudes qui lui est tombée dessus et qui l'a convoqué et qui lui a dit « Monsieur Norman, c'est pas normal, vous avez touché de l'argent en profitant de votre audience ». Le mec a touché 300 000 €. Qu'est-ce que tu crois qu'il a fait? Il a payé un avocat 5 000 € qui est venu le voir et qui lui a dit « Écoute mon gars, 1, t'es pas compétent pour ça. 2, je vais faire il a dit si vous me faites chier, je vais faire une question prioritaire de constitutionnalité. Et vous allez voir que je vais vous prouver qu'un type a le droit de valoriser en sponsoring son image. » Et qu'est-ce que le mec à la répression des fraudes a dit? Il a dit « Ouais, c'est bon, vas-y, sors. » Et la vérité, c'est ça. Soit tu gagnes de l'argent avec ta muse et tu pourras te défendre, soit tu n'en gagnes pas et de toute façon, le type, il t'envoie une lettre de mise en demeure, tu fermes et tu dis « Ah, je suis désolé, quoi. » C'est aussi bête que ça. T'as pas besoin de réfléchir beaucoup sur ce genre de sujet. Le point avec une muse, c'est qu'il faut exécuter et pas réfléchir encore plus qu'une start-up. Déjà, dans une start-up, c'est un bon réflexe, mais alors dans une muse, c'est une question de survie. Si 99% des muses ne vont jamais nulle part, c'est parce que les gens partent en se disant « je vais faire un business en 5 jours » et 6 mois après, c'est toujours pas lancé. Et parce qu'ils le veuillent ou non, ils ont voulu rajouter une feature par-ci, un truc par-là, un bidule par-ci, et que c'est très compliqué de se focaliser sur quelque chose de simple. La simplicité, c'est la plus grande difficulté. C'est très dur d'être simple dans sa tête. Ça demande beaucoup d'entraînement d'être simple dans sa tête. Tout est fait pour produire quelques ventes. Rien n'est fait pour produire quelque chose qui change le monde. Par définition, si tu te dis « je vais créer une marque », ça veut dire quoi? Si tu dis « je vais créer une marque », ça veut dire que tu veux durer forever. Même si ta marque ne va pas durer forever et que personne n'en entendra jamais parler, by intent, par intention, c'est ce que tu veux. Regarde, récemment, j'ai été fasciné parce qu'il y a Bernard Arnault qui a ouvert une fondation pour l'art contemporain, qui est magnifique dans le bois de Boulogne. Je ne sais pas si vous y avez été. Ça s'appelle comment? Exactement, la fondation Louis Vuitton. Pourquoi ça ne s'appelle pas la fondation Bernard Arnault? Parce que ce type, son rêve, c'est que Louis Vuitton survive à sa mort. Rien à foutre de Bernard Arnault. C'est la différence, en fait. C'est la différence entre les gens qui font une start-up et qui ont comme ambition de changer le monde et les gens qui font des muses et qui ont comme ambition de gagner 5 000 € par mois. Et l'un ne vaut pas plus que l'autre. Ce n'est pas le sujet. Ça peut être des moments différents de la vie. C'est mieux de gagner 5 000 € par mois automatiquement pour changer le monde. Voilà. C'est rare de changer le monde en étant pauvre. Je la réaffirme, celle-là.
C'est marrant, on m'a pris la tête sur Coup d'État on demand avec cette phrase, parce que j'ai dit que je n'avais jamais vu un pauvre changer le monde. Et alors on a commencé à me donner des exemples, et j'ai même pas osé répondre, parce qu'en fait c'est des incompréhensions profondes. Alors Gandhi, les gars, Gandhi, s'il n'était pas le fils d'une des familles les plus riches d'Inde, il serait jamais devenu Gandhi. C'est pas parce que Gandhi vivait comme un pauvre qu'il n'était pas riche. Gandhi, il a été éduqué à Oxford, il était avocat. Quand il est rentré en Inde, il s'est acheté un palais pour vivre dedans avec tous ses disciples. Juste, on atterrit 2 minutes sur Terre. Si Gandhi, tous les mois, il y avait son proprio qui venait lui dire « Alors, t'as payé ton loyer ?» ça ne serait pas devenu Gandhi. Donc, c'est pas... Et vous pouvez trouver plein d'exemples. Alors, on m'a donné l'exemple de Jésus. On m'a dit « Jésus est un pauvre qui a changé le monde. » Alors, il y a le juif là-bas qui me dit « Mais non, il est riche, Jésus. Attends, il vient de chez nous. » Non. Bon, pour les gens qui n'ont pas entendu sur la vidéo, il vient de me dire qu'il était charpentier. À l'époque, c'est comme être avocat. Et donc, en fait, c'est un non-débat. C'est vraiment... Si je peux me permettre une petite digression, moi, je suis en train de me rendre compte quand même que dans le monde du business, il n'y a pas beaucoup de types de business model possibles. On a un entrepreneur à nous qui nous a fait une blague et j'ai beaucoup rigolé le soir-là, mais en fait, ce con, il a raison. Parce qu'il nous a dit qu'il n'y a que 3 types de business model. Il y a le business model de Méditerranéen. C'est j'achète 1, je vends 3. Et c'est hyper simple à comprendre parce que j'achète pas cher et je vends cher. Et tout le monde comprend ce truc. Tu vois, j'achète 1, je vends 3. Et dit 2, il y a le business de clic. Alors le business de clic, c'est la mode. Les gens cliquent, ça génère de l'argent, personne ne comprend pourquoi. Tu vois, les gens, ils viennent sur Google. Moi, j'ai essayé 10 000 fois d'expliquer à ma mère pourquoi Google était gratuit. On en est toujours à la même discussion. Pour ma mère, c'est un truc triste que Google soit gratuit. Il dit, mais les pauvres, comment ils font Je lui dis, oui, mais quand les gens ils cliquent, là, ils gagnent de l'argent. Mais pourquoi ils gagnent de l'argent quand les gens ils cliquent j'ai pas donné d'argent, j'ai pas sorti de l'argent. Ma mère, un jour, m'a quand même dit qu'il fallait mettre dans les ordis des scanners de billets. Ce serait plus sûr que les cartes de crédit. Bon, il y a des délires comme ça. Donc ça, c'est le deuxième type de business model. Et puis, il y a un troisième type de business model qui est unique à la France. Ça s'appelle les délires de français. Alors, les délires de français, c'est quoi ? J'ai une plateforme d'économie solidaire et circulaire qui permet à des gens de dépenser de l'argent pour que d'autres gens gagnent de l'argent, le tout dans un cercle de bien-être absolu où je peux réaliser ma grande vocation en yoga. Mais ça marche jamais, ce genre de truc. Récemment, on a eu un type qui nous a écrit en nous disant « Oui, bonjour, j'aimerais lancer une marque d'eau dont les bénéfices iraient dans une fondation pour aider à mettre de l'eau au Sahel avec des éco-responsables en projet qui viendraient du Groenland et qui permettraient à des gens en économie solidaire et responsable de livrer avec des camions bio qui fonctionneraient à l'éthanol dans une usine de production qu'une coopérative financerait. » Je ne déconne pas. J'ai répondu, oui, tu trouves pas que c'est un peu compliqué ? Il m'a dit, oui, j'ai fait le MIT, je sais faire des choses compliquées. Si vous êtes trop con pour comprendre, je suis vachement déçu sur The Family. Waouh ! J'ai dit, ok. Là, alerte de ne pas répondre, psychopathe. Et c'est unique au monde, ces business models. Et c'est pour ça que les muses sont une bonne école. Je pense qu'on devrait forcer tout Français à faire une muse à un moment ou à un autre, parce que ça remettrait le rapport à l'argent de quelque chose de simple. Je fais un produit ou un service en ligne, je le vends, je gagne de l'argent. Point. Je ne le vends pas, je ne gagne pas. Et d'un seul coup, tout se simplifierait dans la personnalité des gens. Parce qu'ils arrêteraient ces délires de oui, mais il n'y a pas que l'argent qui compte. Mais évidemment qu'il n'y a pas que l'argent qui compte. Qui sur Terre a dit qu'il y avait que l'argent qui compte ? Vous croyez vraiment que même Rupert Murdoch oserait assumer en venant et dire moi, ce qui me fascine dans la vie, c'est l'argent, je le compte, je le sniffe, ça me fascine. Mais non. Mais croire que l'argent n'est pas une première étape essentielle et nécessaire, c'est vraiment être naïf et vraiment vouloir vivre dans un monde qui n'est pas la réalité. Si vous n'avez pas d'argent, vous n'avez rien dans ce monde. C'est comme ça, c'est la valeur de base en fait. Et c'est la valeur de base sur laquelle on peut construire toutes les complexités du monde. Il y a quand même le type le plus riche du monde qui est en train de tuer la malaria, la polio et je sais pas quoi, parce que justement c'est le type le plus riche du monde. Vous pensez que si Bill Gates était un type dans une assoce qui essaierait d'aller convaincre chaque gouvernement les uns après les autres en disant c'est une honte, il y a la polio, c'est une maladie qui aurait dû disparaître au 19e siècle, on va la supprimer, le type aurait dit oui, on est d'accord. Hein. Alors là, ouais, on va...
Ouais, on va s'y mettre, on va s'y mettre. On se revoit dans 20 ans. Et le type, quand il vient et qu'il fait un chèque d'1 milliard, bah, ils sont tous comme des cons, ils disent ouais, bon, bah, on va mettre 100 millions nous aussi, parce que sinon on va passer pour des ahuris. Regardez Zuckerberg avec le problème Ebola. Zuckerberg a rendu l'un des plus grands services à l'humanité qui est passé inaperçu. Il a donné 25 millions de dollars pour Ebola et il a mis un truc sur Facebook pour qu'on puisse donner sur Ebola. C'est une puissance énorme. Si le moindre Asos avait voulu faire ça, ça aurait pris combien de temps? Et il y a un type, c'est très drôle parce qu'il a mis en commentaire dans le message de Zuckerberg, il a dit oui, t'es milliardaire, t'as qu'à payer toi-même. Pourquoi tu me demandes une donation? Et il a dit je viens juste de faire un virement de 25 millions. Voilà, point, ferme-la. C'est aussi simple que ça. Donc il n'y a pas de débat sur ce sujet-là. Donc 3 grandes façons de faire des muses. Première façon, allez lire le livre de Tim Ferriss. Vraiment, il est parfait, il est très bien, il est vachement bien documenté. Le blog apporte plein de ressources supplémentaires et il fait un travail. Je pourrais traduire Tim Ferriss en français, hein, mais il l'a déjà fait. Donc le livre est même disponible en français si vous n'êtes pas à l'aise en anglais. D'ailleurs, en fait, même si vous êtes à l'aise en anglais, je vous le conseille en français. Parce qu'il y a tellement de mots techniques que j'ai eu une migraine, moi, la première fois que je l'ai lu en anglais. Parce qu'il parle avec un charabia incompréhensible. Donc il y a tout en français, il y a tout en ligne. Et il y a des milliers et des milliers de ressources. Vous avez besoin de personne si vous voulez vous lancer dans les muses. Donc Tim Ferriss, vous allez sur son blog, vous achetez son livre. La deuxième façon de lancer des muses, c'est d'en lancer plein. Et je pense que c'est le seul reproche que j'aurais au livre de Tim Ferriss et à sa méthode, c'est qu'il vous fait croire que vous ne pouvez en lancer qu'une. Et je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si c'est une mauvaise lecture, si c'est une mauvaise intention, si c'est une mauvaise réception de son livre. Mais en tout cas, moi j'ai observé que beaucoup de gens lisant son livre finissaient par ne faire qu'une seule muse. Et c'est relativement grave. Il faut en faire plein. Parce que c'est très rare de trouver la bonne muse du premier coup. Et la troisième chose que vous devez absolument comprendre concernant les muses, c'est que les muses n'ont d'existence que parce qu'elles trouvent des niches profitables. Évitez les muses à très faible marge. Vous pouvez être très faible marge, post-marketing, post-tout ça, évidemment, mais vous devez avoir de la place pour tout ça. Si vous ne faites pas des marges autour de 80-90%, ou sur des produits autour de 30, 40, 50%, vous n'avez pas de place pour faire une muse. Parce que par définition, vous ne pourrez jamais optimiser vos coûts, donc vous ne pourrez jamais développer votre muse à l'échelle. Ok? C'est des simples règles toutes bêtes à comprendre. Super, à bientôt.